Voilà plusieurs mois qu'on tire à boulet rouge sur le Qatar et la FIFA, droits de l'homme bafoués, corruption, berk. Mais on sait bien qu'une fois le coup d'envoi sifflé, tout sera oublié au sacro-saint nom du foot. Mes frères et mes sœurs, vous et moi, on mettra notre petit habit de parfaits supporters patriotes pour hurler devant notre écran plat « Hop Suisse, ça bat la France !» et tout sera oublié et pardonné. Comme tout l'est, toujours d'ailleurs, en ce qui concerne ce sport, l'ultraviolence dans les stades, l'homophobie, le racisme, les jets, les millions des gamins au comportement d'enfants gâtés, surpayés, tout ce qu'on condamne par ailleurs dans notre société, eh bien on l'accepte au nom du foot. Et pourquoi donc ? Eh bien on en parle ce soir. Bienvenue à toutes et tous dans Le Point sur l'aimant bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Christian Constantin, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints du Valais, président mythique du FC Sion. Vous faites partie du storytelling du foot suisse, d'ailleurs tout autant que votre club, peut-être même plus. Ne raccrochez surtout jamais, vous-même ancien joueur. Valérie Gilliot, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, championne suisse en 2021 avec le club genevois Servette Chénois, milieu de terrain, c'est là que vous jouiez. Vous avez même disputé la Champions League féminine avant de raccrocher les crampons, enfin pas tout à fait, puisque vous dirigez désormais le team foot féminin au FC Sion chez Christian Constantin. Jean-Philippe Lustig, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints de Paris. Journaliste sportif indépendant, vous avez officié pendant des années pour Canal+, TF1 et le journal L'Équipe notamment. Vous n'êtes pas qu'un footeur, ce qui nous permettra d'élargir, de comparer avec d'autres sports. Citons votre dernier livre, on le voit passer à l'écran, paru en 2019 aux éditions Marabout, le grand livre de la boxe. Philippe Val, bienvenue mon cher Philippe. Bonjour Laetitia. Comme chaque semaine, à nos côtés. Aux côtés du foot, c'est un peu moins sûr, mais il faut bien une corde un peu dissonante sur ce plateau. Ancien boss de Charlie Hebdo et de France Inter. Et enfin, Johan Djourou, ancien international suisse, à l'heure qu'il est dans un avion pour Doha, mais qui nous accompagnera tout le long de cette émission par séquences interposées, enregistrées juste avant son départ. Et on l'entend tout de suite répondre à la première question. Alors, le Qatar, c'est caca, mais tout sera oublié dès dimanche. Et pourquoi donc ? Tout simplement parce que j'ai été joueur. J'ai vu ma famille de Suisse, mais aussi de Côte d'Ivoire, me soutenir et soutenir l'équipe nationale et soutenir ce que je faisais en club. Et je pense qu'on oublie à chaque fois aussi peut-être le mode de vie de chacun, qui peut être par moments difficile, qui peut être par moments contraignant, avec des émotions compliquées, avec des remises en question, avec des boulots qui ne vont pas forcément très très bien. Et le sport est un petit peu on va dire la chose où les gens peuvent s'émanciper, avoir ce moment de folie, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir justement mettre ce maillot et soutenir et crier par rapport à une équipe qu'on supporte, ou même critiquer un arbitre, ou pouvoir se lâcher en fait. Et le sport procure tellement d'émotions que c'est très très difficile pour moi en fait de mettre un baromètre au niveau du seuil que ça peut atteindre, parce que les gens se lâchent complètement. Et quand on parle de Coupe du Monde, oui, certes controversée avec beaucoup d'éléments, mais comme vous l'avez justement dit, dès que la compétition sera lancée, les peuples, les patries vont soutenir leur équipe et vivre, espérons-le pour les patries, justement des moments inoubliables, parce que ce genre de moments sont inoubliables, ce genre de partage sont inoubliables. Il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. C'est pour ça qu'on parle du sport ou on parle du foot, c'est des choses qui sont irremplaçables. Et c'est vrai que vous l'avez aussi justement relevé par rapport à que ça devient un sport business, mais l'émotion, elle est naturelle. Ce partage est naturel, cet engouement est naturel. Et c'est pour ça qu'au final, on passe par-dessus. Il y a beaucoup de controverses avant. Il y en aura peut-être aussi pendant, parce que cette Coupe du Monde est quand même particulière. Mais dès qu'on laisse place au jeu, les émotions prennent le dessus. Christian Constantin, le foot, ça nous sort de notre quotidien médiocre. Monsieur et Madame Michu, moi-même, c'est ça sa vocation, notamment. Bon, le foot, au-delà que le foot a quand même une culture qui récupère toutes les différentes cultures du monde, puisque finalement c'est un grand mélange. Après, c'est toujours quelque chose qui anticipe
sur l'évolution future de la vie. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que le foot marche sur la tête parce que les gars sont trop payés, mais ça suit derrière. À l'époque, j'en sais rien, à l'époque, quand tu avais un salaire normal au foot, c'était 3 ou 4 fois le salaire d'une personne qui travaillait normalement. Aujourd'hui, pour parler à nos amis parisiens, Mbappé, ça sera pratiquement 5000 fois le salaire d'un mec normal par année. Donc, tout ça démontre quand même des différentes directions que la vie prend et on peut la lire à travers le foot. Et puis après, le foot coûte pas cher parce que tout le monde peut en parler, tout le monde le connaît, c'est un ballon qui roule sur un terrain avec les stories que vous pouvez faire autour. Et puis après ça, il défend des bannières parce que tout le monde est né quelque part et tout le monde a un côté naissance qui veut pas oublier. Et puis de l'autre côté, il y a un côté sympathie aussi pour une équipe ou une autre, ou un joueur, j'en sais rien, je pense à Maradona par exemple quand je vous parle là, qui veulent pas oublier. Donc finalement, le foot est un grand sujet de discussion dans lequel il y a un peu un fourre-tout qui vient d'arriver. Alors, si on prend le Qatar, prenez un exemple tout con. Le Qatar, ce que j'ai lu dernièrement, les investissements pour la Coupe du Monde, je pense un petit peu exagéré, mais on parle de 220 milliards, même si ça en est 150 milliards. Mais 220 milliards au Qatar, pour tout ce qui a été construit au Qatar, c'est infime si on prend tout. Mais le seul moment que les chantiers qui ont concerné le monde entier et l'ouvrier qui a été mis en avant, c'est quand on a parlé de foot, quand ils faisaient les plus hautes tours, qui pouvaient un peu les histoires des tours de Babel, de la Loiseau, où il y a une tour surtout une plus grande que lui, et puis les aéroports les uns sur les autres, personne ne disait rien, ces pauvres ouvriers n'étaient pas défendus. Mais il a fallu le foot pour les mettre en vitrine. Alors aujourd'hui, on se dit, c'est pas bien de faire du foot là-bas, mais si on fait pas du foot là-bas, il y a personne qui défend les ouvriers. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue quand même. Non, vous avez raison, quand on fait des gazoducs qui nous amènent du gaz, personne ne nous en parle. Quand les entreprises suisses s'installent, les Françaises s'installent au Qatar et que les ouvriers construisent des immeubles, personne n'en parle non plus. Mais néanmoins, effectivement, Jean-Philippe Lustig, comment se fait-il que ce foot, plus qu'un autre sport, soit à ce point aujourd'hui une religion mondiale, un kiff, comme diraient les jeunes, partagé par tout le monde. D'abord, parlons de l'universalité et sur un plan de la simplicité du jeu, ce qui explique son universalité. Le basket, c'est plus compliqué, les règles. Le handball aussi, dans les autres sports collectifs. Je ne parle pas du rugby, où on a du mal à savoir où est le ballon. Il faut être du milieu pour comprendre la spécificité du rugby. Le football, les gamins y jouent, c'est simple, un but. Dans n'importe quel coin le plus reculé de la planète, on peut jouer dans une balle, dans un chiffon, des buts, et il y a la magie. Et il y a unité de temps. Donc le match n'est jamais haché, au sens où il n'est pas coupé par des cartons comme au handball, comme au basketball. Donc il y a la simplicité de ce jeu. Premier élément là. Donc ça, c'est absolument magique. Et la magie du but. Même si les actions sont rares, les buts sont rares, la magie du but, la joie qu'entraîne pour un gamin de 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est la même joie qu'on retrouve chez Mbappé aujourd'hui. Bien qu'il va gagner 50 millions d'euros à peu près annuels, environ, puisqu'on a du mal maintenant à savoir les montants, bref, ils sont colossaux, si vous voulez, la joie, c'est la même, l'expression, ce bonheur-là. Et aujourd'hui, il y a donc une dimension économique, une dimension politique qui ne fait que s'accentuer, que de grandir encore plus. C'est l'élément central parce que le football aux États-Unis n'existait pas il y a 25 ans, la Coupe du Monde en 94 va faire un bien fou à ce sport qui jusqu'à là ne connaissait que Pelé, on ne jouait pas au ballon, sauf pour les filles, aux États-Unis on ne jouait pas. Et puis en Asie, il n'y avait pas encore cette dimension non plus. Et en espace de 20 ans, la mondialisation a fait qu'aujourd'hui, les stars du foot sont les stars tout court mondiales. Ça dépasse le cadre du ballon rond. Donc voilà, et après, avec tous les travers, et on est autour de cette table pour justement évoquer tout ce qu'il y a autour de ce sport-là, mais qui reste magique. J'ai bien aimé, dans l'introduction, cette notion de joie, d'émotion et de partage. On va la retrouver, et on la retrouve tout le temps. On la retrouve au FC Sion lorsqu'il y a un match et qu'il y a un but, et on la retrouve même s'il y a des enjeux qui sont autres. Philippe, vous l'artiste, ça doit vous faire envie quand même. C'est vrai qu'il y a même Netflix ne fait pas un succès aussi important que le foot aujourd'hui. Même pas besoin, ils font le son et l'image tout seuls. C'est phénoménal, hein. Oui, c'est beaucoup mieux que n'importe quel film de cinéma. Et très juste ce que tu dis, est très juste, la simplicité du jeu y est pour beaucoup, et dès le début en fait, ça commence au début du XXe siècle, hein, je pense. Et d'ailleurs la FIFA est créée dans les toutes premières années du XXe siècle, en 1903 ou 4, ouais. Et là, il y a un discours autour du football qui s'élabore, parce que
à cette époque-là, les enfants font pas de sport à proprement parler. Il faut que les gosses se bougent, fassent du sport, qu'il y ait une hygiène de vie qui n'est pas encore dans les mœurs. Et le foot, il participe à ça. Il participe aussi peut-être à une socialisation. Et la légende, en quelque sorte, du foot se crée à ce moment-là, dans les années qui suivent, où effectivement, jusqu'à une époque encore assez récente, le football faisait une promesse de rencontre entre des gens, de s'amuser, de faire des performances sur un terrain, de l'émulation, etc. Cette promesse est tenue à peu près jusque dans les années 60-70. Après, ça devient autre chose. Ça devient autre chose, le football, et on le voit même en Italie, c'est très spectaculaire avec le calcio. Il y a une espèce de folie du football qui va de pair avec le fric. Et tout de suite, très vite, même si avant il y avait déjà eu des choses, ça devient un levier politique aussi. Le choix des villes et des pays pour la Coupe du Monde se pose dès 1974 avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. D'ailleurs, votre président Emmanuel Macron a fait justement une sortie. Donc lui, il ira soutenir l'équipe de France au Qatar, mais qu'à partir des demi-finales. Ouais, c'est ça. C'est caca jusqu'aux demi-finales, mais après, il n'y a plus de droit de l'homme. Quand on parle de la joie que ressentent les gens sur un stade, je peux entendre tout à fait ça. Quand ce sont des pays où les droits des gens sont respectés, bouffent à peu près à leur faim, etc. Mais le Brésil, l'Amérique du Sud, la folie du foot, par exemple, dans ces pays-là, elle est un côté choquant, parce que c'est quelques minutes d'exaltation qu'on paye à cause de la corruption. Il n'y a pas que la corruption du foot, mais aussi celle qui est liée au football, tient ces pays dans un état de misère, de déficit démocratique, de déficit de droits personnels, de droits humains. Les gens, ils sont dans la merde pendant 50 ans, mais tous les 4 ans, ils ont un moment d'ivresse, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est... On ne peut pas dire je pense qu'il y a plusieurs footballs, quoi. Il y a des footballs qui sont décents, peut-être dans certains endroits du monde, d'autres endroits, c'est compliqué. En Afrique, c'est compliqué quand même le football. Ce que ça représente et la promesse qui en est faite, et ce que ça tient rien du tout. Ça tient que ça exalte un chauvinisme, une violence, un machin, et puis rien. Les gens, ils deviennent rien. Les gosses qui rêvent d'être footballeurs et qui gâchent leur enfance à essayer de devenir footballeurs, quand ils ne sont pas sélectionnés à 20 ans, qu'est-ce qu'ils font ? Rien, ils savent faire que ça. Je ne parle pas de ce qui se passe en France ou en Suisse ou en Angleterre, mais il y a beaucoup d'autres pays où c'est quand même une barbarie économique, le football. Alors on ne parle même pas du Qatar, on va en parler maintenant. Alors Valérie Gilliot, il y a foot et foot, parce que c'est vrai qu'il y a du foot, on voit là avec la Coupe du Monde, on voit avec la Champions League, on voit en Amérique du Sud, dans d'autres parties du monde, il y a une adhésion totale, mais il y a aussi un foot en Suisse, Super League, c'est difficile, pas seulement pour le foot féminin d'ailleurs, c'est difficile de remplir les stades, et donc là justement ce fait que les gens achètent, mais pour autant que ça soit du spectacle très cher aujourd'hui. Oui, je pense. Alors déjà, je rejoins tous les invités. C'est vrai que le football, c'est quand même un sport facile, donc ça attire beaucoup de monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités qui sont données aux personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le football, il y a beaucoup d'autres choses aussi dans la société. Et puis les gens, du coup, ils sont aussi beaucoup plus exigeants. Ils viennent au stade, ils attendent quelque chose. Et s'ils n'ont pas ce qu'ils ont attendu, il se peut qu'ils ne vont plus revenir ou qu'ils vont mettre du temps à revenir. C'est plus comme avant où on venait sans attente, mais on venait juste supporter une équipe. Et c'est mon avis, mais je pense que vraiment beaucoup de gens sont trop dans l'exigence et trop dans l'attente quand ils viennent au stade. Ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont, parce que c'est un sport, c'est humain, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les attendre. Ils sont agressifs quand ils n'ont pas ce qu'ils ont, quand ils n'ont pas ce qu'ils attendent. Non, parce qu'ils peuvent aussi être agressifs quand il y a les supporters, mais il y a aussi effectivement monsieur et madame Michu, moi-même, je ne sais pas. On attend effectivement du spectacle grandiose, on attend Mbappé, on peut critiquer après le sport business, mais c'est quand même tout un chacun qui achète ça, et plus que le sport populaire, entre guillemets. Oui, exactement. Du moment où, comme on sait que les
joueurs sont payés des sommes quand même astronomiques. C'est comme s'ils n'avaient plus le droit à l'erreur. C'est comme si on arrivait puis on attendait d'eux qu'ils fassent un football extraordinaire, qu'ils nous amènent du spectacle. Et puis, comme vous le dites justement, quand ils ne sont pas contents, ils se manifestent, mais aussi quand ils sont contents. Je veux dire, il y a aussi des débordements quand les équipes gagnent. Ça va dans les deux sens. Comme vous le disiez très justement, le football, ça amène beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis c'est peut-être pas toujours bien géré dans ces stades. Christian Constantin, c'est dur aujourd'hui d'être en compétition justement avec des matchs. Restons déjà dans ce qui a été dit, pour être clair. Vous imaginez que le football a changé les choses depuis les années 70, c'est complètement faux. Le football a toujours changé les choses. Si vous prenez qu'en France, à l'époque des Polonais, quand vous avez l'éclatement de Copa, les gens arrivent à Reims, puis qui vont ils changent de nom, et c'est l'immigration polonaise, ils arrivent au monde du Nord. Le foot améliorait l'ordinaire. Et c'était le chemin le plus court pour toute une population qui ne pouvait pas payer forcément des études à ses enfants pour améliorer l'ordinaire de manière traditionnelle par la formation, de gagner du temps. Et le foot a toujours été comme ça. Le foot a toujours été sociopolitique. Je prends deux exemples. Quand Agnelli fait la Fiat à Turin, il doit remplir ses usines d'ouvriers du Sud. Qu'est-ce qu'il faisait le dimanche? Les gens, il a fait la Juventus qu'il a toujours pour que les gens y viennent. Mais je peux prendre la même chose à Sochaux avec Peugeot. Donc ça a toujours été quelque chose où ça a toujours été un côté socio-politico-économique. Après, au niveau politique, ça a toujours été une affaire politique. Vous prenez un autre exemple. En 1954, en Suisse, quand l'Allemagne gagne la Coupe du Monde, ce qu'on appelle le miracle de Berne... Devant la Hongrie, qui est la grande équipe à l'époque, imbattable, les Hongrois. Qui est une grande équipe. Le foot était, finalement, c'était les Allemands qui, après la Deuxième Guerre mondiale, devaient se racheter face au monde, et ça s'est fait par le foot. Mais la même chose, quand Mussolini a l'Italie à ses mains, l'Italie doit gagner la Coupe du Monde en 1934 et en 1938 pour défendre le foot. D'un autre démarche, je pourrais l'amener plus loin avec Hitler quand il fait ses Jeux Olympiques de Berlin, et puis Owens fait cette course fantastique où c'est le vrai premier black qui gagne une médaille d'or au détriment des Allemands. Donc le foot, faut pas vous l'arrêter à 1970. Le foot est une histoire qui a toujours été la même chose. Et j'avais un vieil entraîneur qui s'appelait Louis Maurer, qui était né en 1904, qui avait d'ailleurs entraîné une fois l'OM, qui a commencé à vivre du foot en 1920 et qui a entraîné encore en 1994. Puis je lui disais, mais Louis, dis-moi ce que c'est le foot. Le foot est une affaire de mode, il me disait. Quand les Allemands gagnent la Coupe du Monde, il faut faire Arbeit und Discipline, puis 40 tours de terrain. Si c'est les Brésiliens qui gagnent, il faut s'entraîner qu'avec le ballon. Si c'est les Hongrois, il n'y a que de la qualité technique. Enfin, c'est toujours une affaire de mode et de politique. Et aujourd'hui, vous prenez autre chose. Aujourd'hui, ça devient une défense d'un pays. Vous prenez le PSG. Pourquoi les Qataris peuvent mettre autant d'argent dans le PSG? Parce qu'ils jugent que c'est plus utile d'être à la tête du PSG pour être entendu dans le monde que d'être à la tête d'une armée à Doha avec pratiquement pas de militaires à pouvoir aligner en costume. Donc, si on veut, le foot va bien au-delà qu'uniquement le foot. Pardonnez-moi, si vous permettez, Valérie, juste là, il y a une chose importante quand on fait ce rappel historique là sur le foot, les valeurs absolument, mais l'importance que revêt le foot dans sa dimension donc politique à travers le temps, le siècle. En revanche, ce qui a changé, ça c'est un élément clé. On parle de l'immigration polonaise ou de tous ces joueurs-là, mais aujourd'hui, tous les joueurs deviennent pros trop vite, trop jeunes. Et ça change le modèle. C'est-à-dire qu'il y a encore une vingtaine d'années, 25 ans, il y avait grand nombre de joueurs qui étaient encore étudiants ou alors qui avaient un travail à côté, bien qu'ils étaient des professionnels et qui touchaient un salaire décent. Mais il y a eu un changement aujourd'hui. Valérie Gilliot, justement, dans le monde du foot féminin, elle a été professionnelle au sens strict les 2 dernières années. Pendant 14 ans, vous avez travaillé à côté de votre métier de championne de foot. Exactement. C'est ce qu'on discutait justement, c'est que là, actuellement, les filles, c'est ce qui se passait avant chez les hommes, mais actuellement, les filles ne peuvent pas vivre de ça. Alors, vous dites que les garçons, ça va trop vite, mais chez les filles, trop lent. Donc, à un moment donné, il y a peut-être un juste milieu, je suis d'accord, mais de dire que ça va trop vite, je ne suis pas persuadée parce que
je pense que plus on prépare la personne, parce que c'est quand même, ça ne s'invente pas être joueur de foot du jour au lendemain. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et je pense de les prendre jeunes, de les encadrer, je pense que c'est aussi important. Et c'est ce qui nous manque, par exemple, chez nous, les filles, où nous, il n'y a pas du tout, en fait. C'est vraiment l'inverse des garçons. Et pourquoi est-ce qu'on veut devenir, justement, pourquoi est-ce qu'on veut devenir joueur quand on est une petite fille surtout à votre époque où il n'y avait pas de modèle masculin. On veut pas il n'y avait que des modèles masculins, pardon. On ne veut pas devenir joueur de foot, on veut simplement jouer au football. On a une passion et on veut simplement jouer à ça. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que dans mon école, les garçons m'ont accepté, donc j'ai pu jouer avec eux. Et grâce à eux, j'ai pu ensuite arriver dans un club. Mais il faut savoir que mes parents, pendant 6 mois, chaque jour, allaient taper à la porte du club pour demander si je pouvais intégrer le club. La première fois que je suis arrivée, on m'a demandé de se mettre derrière la barrière parce que c'est plus agréable pour voir mon frère jouer. Je veux dire, il y a beaucoup de choses où aussi, il ne faut pas oublier, c'est précoce, oui, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas si précoce que ça, que c'est aussi important d'accompagner les jeunes. Nous, les filles, on n'a pas de modèle, on n'a rien du tout, donc ça veut dire que nous, on joue par passion, puis qu'un jour ou l'autre, il y a une opportunité qui se présente de jouer en équipe nationale, et ainsi de suite. Et ça vient aussi jeune, mais sans les pourtours qu'il y a dans le football masculin. Et ça, c'est peut-être en train de changer. On va écouter Yoann Djourou, justement. C'est peut-être en train de changer grâce au sport business. On l'écoute tout de suite. D'un côté, je le vois très très bien, parce que c'est très important pour ces jeunes filles ou jeunes demoiselles d'avoir une identification, de pouvoir s'identifier à des joueuses qui font le même sport et par ce biais-là, justement, avoir le droit de rêver. Et puis, on a pu voir avec l'expansion du sport, l'engouement qu'il y a eu autour de ces derniers Euros. Mais après, n'oublions pas que quelque chose qui est poussé a peut-être toujours un intérêt un peu plus, j'ai pas envie de dire néfaste, mais un peu plus coquin derrière. C'est-à-dire qu'on sait que le sport féminin existe depuis des années. Le football féminin est là quand même depuis un petit moment, mais il n'a jamais été autant poussé que dernièrement. Et c'est là où je reviens à cette identification du fait de savoir aussi que, bien sûr, si Nike commercialise, par exemple, ou pousse certaines athlètes, ou Adidas aussi, les jeunes filles d'aujourd'hui peuvent en rêver. Et j'ai l'exemple à la maison avec ma propre fille. Donc, j'ai fait une carrière de plus de 17 ans de carrière où, bien sûr, elle venait au stade. Bien sûr, le football était une grande partie de sa vie, mais jamais dans l'envie de vraiment le pratiquer ou de vouloir s'améliorer. Et tout d'un coup, il y a eu justement cette effervescence au niveau football féminin, où Lou, qui a commencé tardivement, donc juste il y a 1 année et demie maintenant, donc ça va bientôt faire 2 ans, où elle a carrément accroché avec le foot, à carrément suivre des filles qui jouent au foot sur Instagram, comprendre ce qu'elles faisaient, regarder les matchs. On a été voir Chelsea contre Servette à la Praille ici à Genève. Donc il y a vraiment eu cet engouement par rapport justement qu'elle voyait enfin quelqu'un avec qui elle pouvait s'identifier. Donc, c'est beau parce que le rêve grandit, mais on voit aussi comment ça a été poussé et peut-être d'un côté aussi monétisé parce qu'aujourd'hui, chaque petite fille a envie d'acheter un maillot de foot de son équipe ou de son idole, a envie d'acheter des chaussures de foot, les derniers cris souvent. Donc, il y a tout un côté aussi marketing qui prend une énorme place. Ça, le fait que justement, ça soit par intérêt, on parle des gros salaires des footballeurs, mais ça veut dire que derrière, Christian Constantin, il y a énormément d'argent qui sont faits par les clubs, mais qui sont faits aussi par les équipementiers. Et en même temps, c'est peut-être une des premières motivations aussi qui pousse les petits-enfants, les petits garçons, peut-être bientôt les petites filles aussi, à vouloir faire du foot. C'est parce qu'ils s'identifient à des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont des belles coupes de cheveux aussi, mais gagner beaucoup d'argent, devenir riche, c'était un des grands moteurs aussi quand on est petit et qu'on veut faire du foot aujourd'hui. Alors, la problématique est beaucoup plus profonde que ça. Aujourd'hui, le danger du foot, il est qu'on déracine les gamins beaucoup trop vite. Ça veut dire que des gamins de 11, 12 ans rentrent dans des centres de formation ou se déplacent, ils perdent toute une vie de structure familiale. Les parents ne s'en opposent pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient leurs gamins comme des carnets d'épargne. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'argent qu'il y a dans le foot, ce n'est pas tellement au niveau du merchandising, comme le dit Djourou, mais c'est beaucoup dans les commissions d'agents de joueurs, dans des commissions où les parents veulent prendre des montants pour eux, où tout le monde, où tous ces intermédiaires-là. Et ça, c'est une vraie plaie.
Et le grand problème du foot, si on a perdu l'essence du foot, c'est que Clara Bosman a été un petit peu comme Mai 68 et la pilule à l'époque, où ça a complètement libéralisé tout le monde, et puis ça est devenu exagéré. À certains moments, quand les joueurs et les gamins restaient affiliés à un club et devaient être affiliés pendant des années, ben ça permettait de grandir, de se construire et de devenir, de bénéficier autre chose et uniquement, plus qu'uniquement être sur le ballon. Alors être sur le ballon, c'est un jeu, mais tu ne peux pas passer ta journée à faire du ballon, une sieste, un massage, du ballon, et puis après, si tu as un petit peu de réussite, tu vas prendre une mine, et puis à la limite, j'en sais rien, je vois maintenant que les filles courent après, puis qu'ils ont des procès de viol et des histoires. Donc ce que je veux dire, c'est ce déséquilibre-là qui est beaucoup plus grave et qui va nous tuer, qui fait du mal au football. Après, en ce qui concerne les filles, je disais à Valérie, en venant, parce que Valérie, elle me disait, mais nous, les filles, rendez-vous compte qu'on doit aller, on est pratiquement pro à Genève, mais je dois partir en Coupe d'Europe et je dois prendre sur mes jours de congé. Mais je dis, mais Val, nous, à l'époque, quand on jouait, on travaillait, le professionnalisme et la semi-professionnalisme, et c'était la même chose. La différence, c'est pas une égalité garçons et filles, c'est que le foot, c'est parti en 1900 et le foot en professionnel, en France c'était bien avant, mais en Suisse c'est arrivé 80 ans plus tard, c'est en 1990, et les premières filles qui jouent au foot en Suisse c'était en 1970, et aujourd'hui c'est 50 ans plus tard que tu commences à te dire il faut être professionnel. Vous allez gagner un peu de temps par rapport à ce que nous, on a vécu, mais c'est la temporalité qui est différente. Mais le principe a toujours été le même. Mais le vrai problème du foot, c'est ce déracinement et cet argent qui, en réalité, c'est pas un gamin de 10-12 ans qui pense à l'argent, c'est tout ce qu'il y a autour. Le foot, machine à rêve, on continue d'en parler dans quelques instants. Le point de retour, le foot à qui l'on pardonne tout pourvu qu'on ait l'ivresse, on continue d'en parler. Et il y a une chose qui est très frappante quand même dans ce monde, on parle de foot féminin, de modèles pour les petits garçons, mais c'est la difficulté, c'est un monde qui reste quand même très viril, très machiste. Là, on voit début octobre, justement sur Twitter, le gardien champion du monde 2010, Iker Casillas et son ancien coéquipier Carles Puyol ont commencé à plaisanter sur l'hypothétique homosexualité de l'un et de l'autre, ce qui a créé une déferlante de réactions extrêmement négatives. Mais c'est vrai que brassard ou pas brassard, alors les équipes se battent toutes pour aller au Qatar, justement, avec leur drapeau LGBT. Néanmoins, on peut se demander combien de joueurs dans cet album Panini sont déclarés homosexuels, comme s'il n'y en avait aucun. Et donc, pourquoi cette difficulté aujourd'hui, justement, toujours encore, à sortir de ce stéréotype du mâle alpha dans le football, Christian Constantin? Tout simplement parce qu'on s'en fout du sexe et du jeu du sexe des joueurs. Chacun a sa sexualité. Pourquoi, dans le monde du foot, on devrait aller plus s'occuper de la sexualité que dans le monde du bureau administratif en face? Il n'y a pas de raison. Donc aujourd'hui, on va tellement loin dans cette espèce d'IRM qu'on veut passer les joueurs, les machins, que le moindre mot, le moindre chose, on est en train de vouloir encore dériver sur cette sexualité qui en réalité n'intéresse personne. Que si deux mecs s'aiment, ben ils s'aiment, si deux filles s'aiment, elles s'aiment, puis si nous on aime les femmes, ben tant mieux pour nous. Oui, mais des joueurs qui n'osent pas, justement, qui s'affichent avec des femmes parce qu'ils n'osent pas dire qu'ils sont homosexuels. Mais ça, c'est pas le problème du foot, c'est un problème général. Je pense pas que tu dis plus facilement au foot « je suis homosexuel » que dans une autre activité. Si tu vas à la messe le dimanche, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas d'homosexuels dans l'église, et puis je ne suis pas sûr que les gens s'avouent. Alors on va écouter Johan Djourou, qui a une autre explication pour ça. Ce monde sportif est un monde tellement viril que la moindre faille peut avoir de lourdes conséquences sur l'individu. Déjà, le fait d'être accepté dans un vestiaire. Est-ce que les joueurs ont assez de recul et aussi assez confiance en eux pour exposer leur sexualité? Et entre guillemets, je dis bien leur différence, parce que oui, comme je l'ai dit avant, c'est un sport où c'est viril, les gens prennent la douche par moments souvent nus, donc entre garçons. Et est-ce que si un joueur devait
faire son coming out et dire en fait je suis homosexuel, est-ce que le regard des autres sur sa personne ne pourrait pas être dramatique dans le sens que ce ne serait pas forcément accepté? Aujourd'hui peut-être plus, mais avec beaucoup de réticence et surtout il y a un questionnement qui se fait qui est toujours compliqué, c'est-à-dire que est-ce que mon action, oui, elle aidera sûrement la progression du sport, mais moi, dans tout ça, je me mets où? Moi, l'individu, quelle place je prends sur le fait que ce n'est pas accepté? Quelles vont être les représailles par rapport à cette nouvelle? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à avoir le joueur qui puisse s'affirmer. Parce que c'est beaucoup trop gros. Aujourd'hui, il n'y a pas de place, ou en tout cas, est-ce qu'on commercialise le fait d'être homosexuel dans le sport? Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté ou est-ce que c'est quelque chose qui est dénigrant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met en avant? Est-ce que les institutions aujourd'hui poussent les athlètes à révéler leur vraie identité ou leur vraie orientation sexuelle? Est-ce que les institutions le font? Non. Aujourd'hui, il n'y a aucun soutien. Oui, il y a des brassards. Oui, non. Mais est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste le côté un petit peu, il faut qu'on soutienne, il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on se mette à jour? Est-ce qu'il y a un réel soutien? Et moi, c'est ça ma vraie question. Jean-Philippe Lustig, est-ce que le foot est particulièrement justement réfractaire à ce progressisme ou bien c'est le propre de tous les sports d'élite d'ailleurs? Non, mais d'abord, c'est le propre de tous les sports d'élite. C'est-à-dire qu'on considérait, entre guillemets, c'est important, parce que les mots peuvent être mal interprétés, donc c'est très important, que des sports comme le patinage artistique pouvaient tolérer d'être homosexuels, hommes ou femmes, notamment chez les hommes. Voilà, ce côté un peu efféminé. On n'imaginait pas qu'un footballeur, qu'un rugbyman, qu'un boxeur soit homosexuel. Mais c'est la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des homosexuels dans tous les sports qui s'assument, qui ne s'assument pas. On leur permet parfois, on leur permet pas parfois, d'autres fois. Donc il y a tout un contexte. Très souvent, dans le cadre de leur activité, d'une façon générale, ils font leur coming out. Et je pense que c'est même plus facile peut-être pour les femmes, d'ailleurs, de révéler leur homosexualité dans des sports comme le basket, le handball, dans les sports collectifs. Parfois, pour les hommes, c'est bien plus compliqué. Ils font leur coming out après leur carrière. Et comme un poids. En dehors d'un Cavallo, un joueur australien qui joue à Sydney, qui s'est révélé à 22 ans, et il a pris très cher auprès des supporters. Donc, c'est vous dire le contexte. Maintenant, si une star du football, et on sait à quel point aujourd'hui ça génère la starisation, le football, dès 18 ans, assume, et avec un courage énorme, et poussé par son agent, par le contexte donc économique, familial, assume son homosexualité. Et l'annonce clairement. Je suis persuadé, au-delà du choc que ça va générer, ça va vite être oublié, et derrière, vous aurez les partenaires, la reconnaissance, une libération totale. Si un leader de jeu, par sa personnalité, tout simplement, et donc le débat serait clos. Donc il y a une attitude au sein du sport, très souvent dans le milieu du rugby que j'ai pratiqué. On disait toujours, ah oui, mais attention, c'est pas un sport de manchot, puis alors on va employer les termes de tarlouse, ces choses-là qui aujourd'hui on ne peut plus le dire, et heureusement. Et si vous voulez, il y avait pourtant, voilà, et là je viens de le dire, voilà. Entre guillemets, non mais on ne peut plus le dire, c'est une évidence, voilà, et heureusement. Et dans les stades, on entend beaucoup d'insultes. Hein. Non mais c'est terrible, mais et dans le milieu du rugby, dire autre chose. J'ai eu moi, dans des clubs professionnels, il y a eu des copains que je connaissais qui ont révélé leur homosexualité, mais c'était caché, et donc voilà où on en est. Mais aujourd'hui, donc, il suffirait de pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, il y a des prises de parole. On voit des Griezmann, courageusement, qui font la une de Tétu. Giroud l'a fait il y a 10 ans, Giroud aussi. Il l'a fait. Même un Ginola, il y a 11 ans, la une de Tétu avec des interviews. Donc si ces leaders-là, mais eux ne sont pas homosexuels. Donc ils défendent. Moi, je connais la solution. Mais Pogba, il s'est fait allumer par justement Booba parce qu'il a commercialisé une chaussure transgenre non binaire. Et donc, mais si tous les joueurs autour... Mais Booba, qu'est-ce que c'est pas important. Si tous les joueurs de l'équipe de France prennent cette position-là aujourd'hui, on arrête. Et puis moi, je vais vous dire, un tel, bah oui, il est homo, il me l'a dit dans le vestiaire l'autre fois, je vous le dis maintenant. Ah oui, terrible. Et on libérerait cette parole-là qui est enfouie, ce mal-être-là profond, et on peut le comprendre auprès de ces individus-là, hommes ou femmes. Mais c'est cela, donc il suffirait pas grand-chose aujourd'hui, je pense réellement, pour que, dans toutes les activités, on ne se pose pas la question dans le milieu artistique, de la chanson que tu connais bien, Philippe, ou dans le milieu du cinéma, il ou elle homosexuel. Ben non, mais parce que tout simplement, quand
un chanteur, un danseur, un coiffeur, un metteur en scène, un comédien est homosexuel, ça ne retire rien à la rentabilité du business. Tandis que dans un sport où la virilité, d'ailleurs on le dit, vous venez de dire vous-même de ce côté-là de la table, pour les hommes c'est peut-être plus difficile encore que pour les filles. Pourquoi ? Parce que les filles qui parlent de leur homosexualité, elles en parlent comme... elles sont vécues, perçues comme se virilisant en tant qu'homosexuel, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, mais c'est perçu comme se virilisant, tandis que les hommes qui disent qu'ils sont homosexuels sont perçus comme se féminisant. Or, ça n'est pas forcément le cas. Il peut y avoir des hommes très virils homosexuels et des femmes très féminines homosexuelles, mais c'est vécu comme ça. Donc, ça veut dire que la féminisation est mauvaise pour le business, mais la virilisation est bonne pour le business. Et la morale, elle s'accroche derrière. Puisque c'est bon, la virilisation, eh ben on y va. Donc tant qu'on n'aura pas la preuve que la féminisation ou que quelqu'un, enfin, que l'homosexualité ne fait rien perdre à la rentabilité du business du foot, tant que ça ne sera pas patent, ce sera un problème, l'outing de l'homosexualité. Pour répondre à ce que vous disiez à propos on n'a pas besoin de savoir comment baisent les gens, je suis parfaitement d'accord avec ça. Que les gens soient homosexuels ou hétérosexuels, on s'en fout. Mais c'est une autre chose d'avoir à le cacher. Ou d'en avoir honte, ou c'est une autre chose que de protéger sa carrière en cachant sa sexualité. C'est pas la même vie que quelqu'un qui a une sexualité normale, qui vient avec sa femme ou son mec dans les circonstances de cocktail, de la vie mondaine, de la vie sociale, etc. Il cache pas. Tandis que l'autre, il va se cacher. Il va faire semblant, il va venir avec une copine avec qui il couche pas ou avec un copain avec qui il couche pas. Bon. Non, donc, mais c'est pas pareil. La clandestinisation de la vie... Il y a un élément que tu dois intégrer. Je vais te dire lequel c'est. C'est quel public il y a. Aujourd'hui, prenons les choses comme elles sont. Aujourd'hui, tu prends dans n'importe quelle tribune, tu auras toujours des gens qui sont racistes. Tu vois bien qu'on a à certains moments des mecs qui font des cris de singe par rapport à des joueurs de couleur. Avec votre joueur Mario Balotelli qui a eu beaucoup à faire à ça. Il faut bien comprendre, comment tu veux que ces gens-là puissent encore intégrer dans leur tête ce que tu es en train de me dire d'un cocktail à Paris où tu as deux belles actrices qui arrivent ensemble en se tenant la main, c'est pas du tout le même marché. Quand je dis fermez vos gueules pour savoir ce que vous faites avec votre kickette et vous n'aurez pas des emmerdements, c'est parce qu'on a tout un confort autour, toute une histoire autour où j'ai pas beaucoup rencontré de prix Nobel dans une tribune. Et aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est sur je sais pas sur quel réseau social que Casillas a fait son machin. C'est aujourd'hui sur Twitter, si tu veux. Aujourd'hui, il y a des choses où tu peux, pour vivre heureux, vivons cachés, il y a des choses que tu peux montrer, puis il y a des choses que tu ne peux pas dire. L'autre contradiction, mais par contre, ce que tu dis, pour une fille devenir plus virile, parce que c'est ce combat-là, c'est un acquis. Pour un mec devenir, écoute, je suis plus féminin, plus nénette, c'est pas un acquis. Donc je suis absolument d'accord avec ça. Mais n'oubliez jamais, nous on a dans nos tribunes, on a toutes sortes de gens, ça va du A à Z. Alors, la contradiction... Attends, Philippe, j'aimerais juste entendre justement la fille, entre guillemets, enfin la dame qui est autour de la table, parce que les femmes, ça out, comme on dit, mais on leur impose ça, parce que ça, on entend régulièrement, de toute façon, les joueuses, c'est toutes des lesbiennes, ou alors elles sont bonnes, enfin voilà. Ça, ce côté discriminant qui est peut-être l'envers de ce monde hyper machiste, vous en avez souffert, vous en souffrez, vous le voyez en progrès ou pas ? En progrès, oui, mais c'est toujours là. Je veux dire, à mes débuts, ou quand j'étais beaucoup plus jeune, adolescente, quand je disais que je faisais du foot, on m'associait directement à une homosexualité. On me disait, alors tu aimes les femmes. Je ne voyais pas vraiment le rapport au départ, mais c'est vrai que il y a l'homosexualité, mais je pense qu'il y en a partout dans la société.
Les femmes, c'est peut-être plus simple dans le football que les hommes à le dire publiquement, mais ça reste quand même compliqué. Il y a une idole du football féminin, on va voir, c'est Megan Rapinoe qui s'est déclarée, qui fait beaucoup pour l'égalité justement du football féminin et masculin, et qui milite par ailleurs aussi pour les droits homosexuels. Mais elle doit se battre parce qu'on perd des contrats. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même les footballeuses qui s'annoncent lesbiennes, elles perdent des contrats de sponsoring. Il y a certains clubs qui ne les veulent pas. Je veux dire, c'est plus facile, oui, mais ça reste quand même compliqué pour une femme de l'annoncer. Mais cette prise de parole de la capitaine là, qui est vainqueur, championne olympique, vainqueur de la Coupe du Monde, est très importante. Bien sûr que c'est courageux, elle perd les sponsors, mais parce que on est que c'est illégal. Oui, alors, dans certains pays, c'est illégal. Je veux dire que c'est illégal de refuser de signer un contrat à quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Oui, mais illégal, ça veut rien dire. T'es président. C'est de la discrimination, c'est puni par la loi normalement. D'accord, mais t'es président de club. Je sais bien. Tu vas dire, je lui présente pas un contrat, j'ai rien fait, je n'ai pas présenté de contrat. Donc c'est illégal. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les ouvriers, pour le Qatar, c'est la même chose. Le foot aujourd'hui, on reprend le foot pour faire passer quelques idées dans la société qu'on n'arrive pas à faire passer, maintenant notamment les LGBT. Donc si on dit on n'arrive pas à faire passer, on reprend le foot pour ça. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le foot, pour toutes les sauces, avec la population globale du monde, avec tout ce qu'ont les gens dans leur tête. Donc, ce que je veux vous dire, là, à certains moments, il y a des choses que tu peux dire et d'autres que tu ne peux pas dire. Basta. Et c'est la règle de la vie. C'est ça le paradoxe, Christian Constantin, parce qu'effectivement, on illumine des stades aux couleurs arc-en-ciel. Là, les joueurs se sont battus avec toute une polémique avec les fédérations pour qu'ils puissent aller afficher, arborer leur brassard ou leur t-shirt LGBT au Qatar, pays de la charia. Et en même temps, il n'y en a aucun quasiment qui est déclaré homosexuel. C'est ce décalage entre leur discours et... Les joueurs, tu vas leur dire, écoute, mets un brassard arc-en-ciel sur le bras, et puis tout d'un coup, il va se sentir comme un ministre russe avec une médaille. Il ne faut pas non plus déconner. C'est pas lui qui va se dire, demain matin, je me réveille, on a une équipe de foot, demain matin, on se lève, et puis on va tous défendre l'homosexualité au monde. Il n'y en a aucun qui fait ça. Donc, je voyais même, ils se battent, ils ont tellement des intérêts différents les uns des autres, que je voyais arriver Cristiano Ronaldo dans le vestiaire hier soir avec l'autre garçon qui joue à Manchester United avec. Cristiano a fait une déclaration sur Manchester United, le copain n'a plus... Fernandez l'a même pas serré la main parce qu'il n'était pas d'accord. Est-ce que vous pensez qu'une minute dans leur tête, ils ont à régler le problème des homosexuels au monde? Non. Après, il y a un point important, parlons juste là sur donner un brassard. Les règlements de la FIFA sont très stricts là-dessus. Pas de visibilité. Oui, interdiction de manifester. Oui. Voilà, en dehors, après, à l'entraînement, libre aux joueurs de montrer ou de faire partie d'un syndicat ou ce qu'on veut. Mais en revanche, sur un plan vestimentaire, dans le cadre d'un match officiel, il n'y aura pas de signe distinctif. Ouais. Non, mais après, vous... Quelle éthique stricte. T'as raison, mais prends l'autre histoire. Nous, on avait, c'était qui la dernière Coupe du Monde, quand on avait les garçons qui étaient descendants kosovar ou albanais, qui ont fait les aigles, les trucs. La FIFA, tu veux qu'elle fasse quoi? La FIFA, elle dit des mots, mais elle ne va pas pouvoir enlever la machine qui lui fait son tir orchestre. Non, mais quand on dit que le public... Le foot s'adresse à un public, donc il ne faut pas attendre non plus que... Voilà, y a pas, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de prix Nobel dans les tribunes. Ok, mais c'est en contradiction avec le fait que le foot, dès le départ, s'est construit avec un discours éducatif. Oui. Alors, éducatif jusqu'où? Éducatif de quoi? Non, mais tu ne peux pas tout éduquer. Non, mais ce qui justifie, après, quand on nous dit les joueurs sont payés 40 millions... Oui, non, mais... Ça te fait rêver, puis ça donne aux jeunes... Non, mais tu ne les payes pas 40 millions parce qu'ils vont défendre une cause. Tu les payes 40 millions parce qu'ils marquent des buts, et puis tu vas avoir une équipe qui est plus forte. Gagner Nike et Adidas. Eux, ils se grèvent dessus, mais je suis un émir du Qatar, et puis j'ai le Paris Saint-Germain, puis je veux battre un autre de Manchester City, il faut que j'ai les meilleurs joueurs. Alors eux, ce n'est pas eux qui vont s'occuper de ça, on est bien d'accord. Par contre, c'est pour ça qu'ils payent 40 000. Mais le médecin, alors le milieu éducatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir te lever, ça veut savoir dire de vivre en société, ça veut dire être respectueux, ça veut dire si tu as un garçon qui a beaucoup moins d'argent que toi tu es d'une bonne famille, et puis toi, c'est une famille un peu plus compliquée, de s'entraider là-dessus, mais on ne va pas demander à ça encore à régler. Ça. Non, mais ça se fait. Moi, je trouve de tout temps,
les gamins dans les équipes, ça s'est fait. Mais maintenant, si tu vas encore rendre ce milieu intellectuel, ben, je peux déjà te dire, tu as perdu la course avant de commencer. Alors, on va juste regarder, parce qu'en parlant de milieu, effectivement, de stade et de tribune et de public d'un certain foot, hein, parce qu'il y a le public comme monsieur et madame tout le monde qui sera devant sa télé, et puis il y a ceux qu'on retrouve dans les stades aujourd'hui, et ça donne de plus en plus souvent ça. Ça, c'était Saint-Étienne en mai, qui était relégué, envahissement de pelouse. D'ailleurs, il y a 11 supporters qui comparaissent aujourd'hui, qui sont comparus aujourd'hui pour les délits. Ils ont bombardé de fumigènes le public et les joueurs. On voit des débordements donc, à Saint-Gall aussi, une équipe que vous connaissez bien, Christian Constantin, des débordements aussi à Tourbillon récemment avec eux. Et là, c'est le président du club de Saint-Gall, toujours au mois de mai dernier, qui va affronter les supporters qui, justement, menaçaient de se confronter aux supporters de l'équipe adverse. Ça, cette violence qu'on constate de plus en plus souvent, est-ce que c'est le signal de quoi, ça, d'abord? Ça, c'est le signal du manque d'autorité politique. Madame Thatcher avait les mêmes choses en Angleterre dans les années 80. Avec l'hooliganisme. Elle a pris des dispositions où les mecs qui ne marchaient pas droit, passaient en tôle, étaient autres. Et nous, aujourd'hui, on laisse cette dérive-là parce qu'on n'applique plus la loi qui devrait quand même, ceux qui font des conneries, ils doivent risquer quelque chose. Et en plus, ça c'est accentué parce que les types qui sont dans une tribune, ils boivent des coups, ils prennent des mines, et puis c'est pas avec ça qu'ils viennent très intelligents. Mais aujourd'hui, si l'autorité politique veut que ce soit des clubs qui règlent toute cette discipline-là, ça ne va pas. Aujourd'hui, si les politiciens ne redeviennent pas des politiciens dans un cadre qui est leur mission, c'est-à-dire celui qui fait des fautes doit payer et on ne doit pas laisser des années et des années avant qu'il paye, ben on arrive à des merdes pareilles. Oui, mais est-ce que le paradoxe vient aussi du fait que justement il y a un foot populaire dans les stades pour des clubs plus mineurs, entre guillemets, qui est soutenu surtout par des supporters et un foot, justement, le foot de la Champions League, de la Coupe du Monde qui rapporte énormément d'argent et qui est soutenu pour monsieur et madame tout le monde et qu'il y a de plus en plus un écart entre ces deux mondes. Le foot à la Coupe du Monde, tu auras beaucoup plus de sécurité que les mecs à cette il n'y a pas de débordement. Il y a la Champions League, il y a eu un problème à la finale. En dehors de ça, tu vas dans des matchs de série inférieure et tu regardes ici à Genève où, je ne sais pas, des Kosovars se sont battus avec des Portugais et puis ils règlent leur compte comme ça. Ce que je veux dire, c'est une affaire de civilisation et qui est de nouveau mis en vitrine à travers le foot, mais ça dénote pas uniquement du foot, c'est une affaire de dérive de la civilisation. Oui, mais on sait bien que les clubs... Alors vous passez justement dans le milieu du foot pour quelqu'un qui laisse rien passer. Les supporters ont un peu plus peur de vous, mais beaucoup de clubs, on le sait, sont extrêmement complaisants avec leurs supporters parce que c'est eux qui font le public. Moi, j'ai tout fait. Même une année, j'offrais aux Suisses allemands, j'offrais de la raclette. L'entrée gratuite, une raclette à Tourbillon, et puis vous pourrez repartir chez vous. C'était sympa comme truc. Alors, mais je vais te dire les rendus. Si j'ai des mecs qui viennent de Genève, de Berne, de Bâle, de Zurich, ça ne leur plaisait pas, ils se révoltaient contre une autorité. Les mecs qui venaient de Saint-Gall, de Lucerne, de Lugano, de Vaduz à ce moment-là, qui étaient plus paysans, plus terroir, étaient tout contents de ça. Et ça, c'est une culture urbaine qui fait des dérivés comme ça, parce que les gens, finalement, se trouvent dans des espèces comme vous avez beaucoup en France, des espèces de casseroles sous un couvercle, et ils ont besoin d'un endroit que ce soit un exécutoire, et puis ça se passe comme ça. Une année, on est en finale de coupe, j'ai des mecs au Resto-Route de Gruyère, la police fribourgeoise m'appelle, ils me disent on a dû arrêter tes supporters. Je dis ok, j'étais déguisé. Quelques 10 minutes ou un quart d'heure plus tard, il me dit mais c'est pas tes supporters, c'est des mecs de Grenoble qui viennent là pour casser des autres supporters déguisés avec tes supporters. La même chose, tu peux discuter à Bâle ou à Zurich, tu as les mecs des néo-nazis de la Forêt-Noire qui viennent pour ça. Donc c'est le mal-être de la société qui s'exprime comme ça. Puis de l'autre côté, on dit c'est à cause du foot. Mais c'est pas du tout à cause du foot. Oui. Il va falloir qu'on conclue. Voilà, donc je voulais dire qu'il y a les supporters, il y a les ultras, il y a le hooliganisme qui existe encore dans certains pays, notamment dans les Balkans. En Angleterre, il a été irradié. Mais simplement... Justement, en rendant les places plus chères aussi, et puis en excluant aussi... Mais la violence, on la retrouve dans les petites
populaire. Et dans les petits matchs, c'est un élément important aujourd'hui. Oui, c'est moins cher aussi. C'est moins La Champions cher. League, c'est beaucoup plus cher. Donc le foot populaire, il est violent, et le foot business qu'on critique tant, il est moins violent. Mais le foot amateur l'est tout autant. Le foot amateur est violent. Ce qui se passe autour des stades, voire dans le stade, les relations avec l'arbitre, est violent. Et puis, il y a une phrase qu'on peut reprendre qui est importante, que Bill Schlanky, vous savez, c'est un entraîneur écossais qui a dirigé Liverpool entre 59 et 77. Énorme figure. Il disait, le foot, c'est bien plus important que juste une question de vie et de mort. Ça va au-delà. Donc, c'est incroyable. C'est mettre, alors, Valérie Gillot, je vais vous laisser conclure, c'est mettre beaucoup de pression justement sur les épaules du foot. Si on lui restituait aussi sa valeur de jeu, peut-être que les politiques oseraient davantage sévir, et puis on n'aurait pas besoin de moraliser tout ça autant d'un autre côté. Moi, je pense que c'est important que le football reprenne sa place de sport dans la société, qu'on lui affilie plus toutes ces batailles politiques, qu'on lui affilie à chaque année, comme vous disiez très bien. Je comprends que le football va aider à développer certains côtés de la société, mais ça reste un sport, il faut le laisser dans sa place de sport et en profiter comme un sport et pas comme une arme qu'on peut dégainer à tout moment pour simplement se battre contre une cause ou bien défendre une cause. Ça sera le mot de la fin. Le point sur la fièvre du foot qui n'est pas prêt de nous lâcher, c'est fini, enfin sur ce plateau, puisque la Coupe du Monde, elle, commence dimanche. Merci infiniment à nos invités et à vous de nous avoir suivis. Mercredi prochain, on parlera élection fédérale avec des barons, cette fois de la politique. Roger Keppel, Lisa Mazzone, Philippe Nantermo, Samuel Bendahan et Vincent Maître. Ce sera mercredi à 20h dans Le Point. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.